Le dictionnaire d'histoire de Bretagne, on l'a entrepris donc il y a à peu près 5 années avec essentiellement Alain Croix, donc, qui était professeur à Rennes, et avec l'aide d'un certain nombre de collègues, puisqu'en tout on a eu 101 collaborateurs. Le but c'était de fournir l'état présent en 2005-2008 des connaissances sur la Bretagne. Le principe étant que le dictionnaire doit être lisible par quelqu'un d'une culture bonne, mais sans être exceptionnel en histoire. C'est-à-dire un élève de terminale qui a eu brillamment son bac doit être capable de lire le dictionnaire sans difficulté particulière. On a eu quelques problèmes pour certaines lettres comme le Z qui n'est pas vraiment répandu en Bretagne, mais on a trouvé quand même les zouaves pontificaux, qui étaient pour beaucoup d'entre eux de provenance nantaise, donc on a pu coller cette lettre-là. Le Y, on avait la ville 10, donc ça ne posait pas de problème trop. Par contre, je crois que le V et le W, on a dû caler, parce que trouver un W en Bretagne, c'est pas évident. Certains ont eu le projet de le traduire en breton, et ils se sont attelés déjà à la traduction de certains articles de la lettre A pour voir ce que ça donnerait. Et là, on se rend compte que le français est une langue relativement abstraite et que pour transposer ces mots-là en langue bretonne, ça devient très vite impossible, ou alors c'est un breton chimique qui est absolument incompréhensible par les rares bretonnants encore existants, quoi. J'ai toujours vécu au bord de la mer, y compris par ma naissance, puisque je suis né à La Rochelle, qui est aussi un port de mer. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Nantes. Et puis ensuite, je suis revenu ici lorsque j'ai été nommé à la faculté de Brest, quoi. La maison là, a été construite par mes grands-parents. Le grand-père avait une goélette, et donc il faisait du commerce entre la France et la Grande-Bretagne. Et donc, pour l'époque, il était relativement aisé, mais ça n'empêche qu'il est quand même mort en mer très tôt, parce que ma mère avait 3 mois quand son père est décédé, quoi. La culture bretonne, on la vit pas véritablement, sauf que ma grand-mère a porté la coiffe jusqu'au jour pratiquement où elle est décédée. Et donc la langue, je ne la pratiquais pas, mais quand je m'y suis mis un peu plus sérieusement, je me suis rendu compte que je connaissais des dizaines, voire des centaines de mots en breton. Et en plus, j'avais la musique quand même de la langue dans les oreilles, quoi. La radio et après la télévision, qui sont devenus les médias de masse qui se sont imposés partout, n'ont fait qu'une place extrêmement limitée à la langue bretonne. Et c'est la culture des veillées en général qui a disparu, avec l'arrivée de l'électricité d'abord, et puis ensuite des médias de grande diffusion. Est-ce qu'il y a vraiment encore une identité bretonne marquée, comme c'était le cas il y a un siècle ou même il y a un demi-siècle, dans le contexte européen et mondial beaucoup plus uniformisé, c'est pas évident. Ce qu'on voit très nettement, c'est que les autorités officielles, par exemple les autorités régionales, maintenant font un gros effort d'affirmation de l'identité bretonne par des subventions, par l'organisation de festivals, l'aide à l'édition, etc. Alors, nous sommes ici au Mesnil-Tréguier, qui était le manoir d'origine de Saint-Yves. Il est en train de redevenir le Saint de la Bretagne, entre autres par l'intermédiaire de la fête Yves, qui est maintenant célébrée tous les ans. Et d'une certaine façon, il a toujours été le saint principal, puisque ça a été véritablement le premier breton qui a été canonisé et dont on ait conservé la matière du procès. J'ai fait un livre à son sujet, donc ça m'a occupé quand même au moins 2 années, donc à ce niveau-là, c'était important. Et également parce que pour moi, en tant qu'historien de la Bretagne et des Bretons, c'est l'un des premiers documents qui permet d'avoir un accès à la vie quotidienne et à la vie réelle des gens.
Mon action culturelle, ça a été l'histoire et l'édition, donc ça se résume, mais c'est quand même un gros morceau, aux éditions Skolvreis et au mouvement Arfals, qui est la matrice des éditions Skolvreis, donc publication, diffusion d'un certain nombre d'ouvrages à destination du public cultivé breton et extérieur. Hop. Ouais. Les initiatives ont été quand même à l'origine de gens qui étaient du milieu et qui étaient quand même des intellectuels, enfin au moins qui avaient fait des études supérieures. Je pense par exemple à quelqu'un comme Loïs Ropars, qui a relancé les Fesnoz. Donc c'est quelqu'un qui était professeur de lycée, mais originaire de Pulawen, et qui se dit que là, il y avait quelque chose qui était en train de se perdre, la tradition des danses chantées simplement sans instruments, et qui l'a relancé à un moment où elles étaient quasiment moribondes. En ce qui concerne les mouvements politiques, c'est essentiellement la suite logique de ma génération. C'est-à-dire que j'étais en première en mai 68, donc on était des générations très politisées. Je me suis, alors pas tout de suite engagé politiquement, mais je me suis documenté, j'ai lu un certain nombre de revues, etc. Et comme j'étais de gauche, je me suis retrouvé assez vite adhérent à l'Union démocratique bretonne, dont je suis d'ailleurs toujours membre, même si aujourd'hui je suis plus sympathisant que véritablement militant. Je ne suis pas assez bretonnant pour prendre la parole comme ça de façon spontanée et crier enfin quelque chose en breton. Donc éventuellement, peut-être le jour de la remise, je me lancerai dans une expression, mais pas comme ça, pris à froid.